l'autre, parce que l'autre, il a la... Bah là, c'est téléchargé. Ah ouais? Bah non, c'est toi qui m'as même pas. Ouais, mais c'est... Je crois que c'est celui là-bas. Ah ouais? Le haut-parleur qui... Bonsoir tout le monde, merci d'être là. C'est un jour très spécial pour moi, hein. C'est l'aboutissement de 8 ans de boulot à travailler sur ce sujet qui s'est matérialisé effectivement, comme l'a dit David, que je remercie pour sa présentation, d'abord par une thèse très volumineuse, 800 pages, et puis maintenant par ce bouquin que j'espère plus digeste, plus accessible. J'ai coupé plus de la moitié. On est à 390 pages, mais les 800 pages de la thèse, c'était des pages A4, donc j'ai coupé plus de la moitié. Ça va se passer en 3 sets ce soir, et vous aurez la parole entre ces 3 sets. On va commencer par une présentation assez générale du sujet. Pourquoi est-ce que je me suis retrouvé à enquêter sur les enquêteurs dans ce domaine si spécifique du jeu vidéo? Et puis pourquoi est-ce que maintenant ça donne un livre? On parlera ensuite de l'industrie du jeu vidéo de manière générale. C'est une industrie qui est dysfonctionnelle, qui est malade en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis enfin, on parlera de ce pourquoi vous êtes venus peut-être, les jeux vidéo en eux-mêmes. Donc ça c'est la promesse de l'affiche, hein, avec tous ces personnages que vous avez peut-être reconnus. On abordera ces cas-là. Mario, Zelda, Pokémon, etc. Et puis des licences plus modernes comme The Last of Us notamment. Et voilà, on va commencer sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à travailler là-dessus, à travailler sur l'enquête dans la presse spécialisée en jeux vidéo? Ben, souvent dans la recherche, on n'a pas envie de partir d'une page blanche. On a déjà une hypothèse, on a déjà un pressentiment. Et là, en fait, j'ai construit mon raisonnement en partant d'un constat. Celui qu'aujourd'hui, il y avait de l'enquête dans la presse jeux vidéo. C'est la première phrase du livre, c'est la première phrase de la thèse, c'est « Il y a de l'enquête dans la presse vidéoludique ». Elle est là. On la voit même dans les journaux généralistes comme Libération, on la voit sur les sites spécialisés. Elle existe. Mais quand est-ce qu'elle a commencé ? C'était ça ma question. J'ai donc voulu faire une généalogie de l'enquête. Comme quand on fait un arbre généalogique, donc il y a des liens de filiation. Elle apparaît à un moment et puis elle poursuit. Elle va peut-être s'étendre différemment. Elle va peut-être à certains moments être plus cachée, moins évidente et parfois ressurgir. Mais je ne voulais pas faire une histoire de la presse de jeux vidéo. Parce que ça, il se trouve qu'on l'a déjà fait avec mon camarade Yves Brem de l'association mo5.com en France. On a fait ce bouquin, Press Start, paru chez Omake Books en 2020, qui raconte 40 ans de magazines spécialisés sur le jeu vidéo. Donc, ça, c'était fait. Et ben, voilà, la thèse, elle a commencé en 2016. Donc, Press Start est arrivé en cours de route. Je l'ai fait pendant la thèse. Il y a des bouts de la thèse dans Press Start, il y a des bouts de Press Start dans la thèse. Mais je voulais que ça soit vraiment 2 projets différents et je voulais qu'il y ait une vraie innovation à cette thèse. Pour retracer cette présence de l'enquête, il fallait construire une méthode. Ce n'est pas un truc qui existe, la généalogie de l'enquête. Évidemment, il y a des chercheurs et chercheuses qui ont analysé l'enquête journalistique, ça existe, mais dans le domaine particulier du jeu vidéo, où on voit qu'elle est là aujourd'hui, mais en même temps on ne sait pas quand elle est apparue, c'est compliqué. Donc j'ai dû remonter au tout premier magazine publié en français, Tilt, qui sort en septembre 1982, et j'ai voulu aller le plus tard possible. Il fallait bien s'arrêter un moment, je me suis arrêté en 2019, fin 2019, pour une thèse bouclée en 2021, défendue début 2022. Ben, voilà, à un moment, il faut s'arrêter, sinon il y a des articles qui continuent alors que vous êtes en train de faire vos analyses, ça bouscule tout. Donc voilà. Mais j'ai voulu être le plus large possible. Et c'est déjà le postulat qu'on avait dans Press Start de raconter 40 ans de presse. Donc double méthode, analyse de texte. Comment est-ce qu'on analyse la présence de l'enquête? Ben, j'ai dû développer une méthode pour ça.
Donc j'ai découpé l'investigation en 7 techniques. Interroger, fouiller, rechercher, montrer, révéler, vérifier, déterrer. Les étudiants et étudiantes qui sont dans la salle commencent à bien les connaître. C'est un prisme qui nous sert à déceler les pratiques d'enquête journalistique dans un texte, comment elles se matérialisent. Donc avec cette technique, on peut lire un article journalistique et dire « Ah ben là, il y a de l'interroger, il y en a un petit peu. Là, il y a du fouiller, c'est plus le reportage de terrain, il y en a beaucoup. Tiens, là, il y a une demi-dose de recherché. On fait ça un peu au doigt mouillé et en même temps, on a plein de critères pour établir ça. Et puis, je ne pouvais pas me contenter uniquement des textes. Pour moi, ce n'était pas possible. Parce que l'enquête dans la presse jeux vidéo, ça ne va pas de soi. Et la presse jeux vidéo, ça a longtemps été un peu le vilain petit canard du journalisme. Donc, évidemment, les personnes qui évoluent dans cette presse, elles ont parfois du mal à se qualifier de journalistes. Encore plus d'enquêteurs, d'enquêtrices, encore plus d'investigateurs, d'investigatrices. Donc j'ai voulu donner la parole à ces 14 personnes, mais on a fait au total 17 entretiens, d'1 heure minimum, parfois 1 heure et demie. Et puis évidemment, j'ai parlé à d'autres personnes, il y a des échanges plus ponctuels, mais j'ai vraiment creusé le ressenti de ces personnes-là. Entretien compréhensif, c'est une méthode de Jean-Claude Kaufmann, qui est un sociologue, qui a mis au point cette méthode pour faire des entretiens qui sont vraiment de l'ordre de la conversation, mais avec tout de même un cadre méthodologique très précis, et qui nous aide à plonger vraiment dans le ressenti, dans ce que ressentent les personnes, dans leur vécu. Et ça, c'était très important de voir comment ces personnes se définissaient. Est-ce qu'elles avaient le sentiment de faire de l'enquête, de faire de l'investigation ou pas? Pour les textes, il y a une ressource qui m'a été extrêmement précieuse, et à chaque fois que je peux la caser, je la case parce que c'est un fonds d'archives incroyable, c'est abandonware-magazine.org. C'est une base de données qui est animée par un passionné, un gars tout seul qui fait ça sur son temps libre. Vous voyez là, ajout du numéro 37 du magazine Console Plus, il nous tient au courant en direct de ses avancées, de ses scans dans la base de données, il scanne tout à la main chez lui, bénévolement, et il nous dit « Oh, il n'y aura pas d'autres ajouts ce week-end, je viens d'apprendre que j'avais une audience devant le Conseil d'État, désolé, je ne peux pas mettre de nouveaux magazines en ligne. » Donc là-dessus, on retrouve des centaines et des centaines de magazines, et donc des dizaines de milliers de pages qui sont archivées. Et en plus, et ça je ne l'avais pas quand j'avais fait la thèse malheureusement, mais depuis on héberge un moteur de recherche à l'ULiège qui a été développé par un gars qui s'appelle Marc-Aurélien Chardine, qui a fait ce boulot avec ses étudiants. On héberge un moteur de recherche qui s'appelle Retro Magazine Search. Si vous tapez ça dans Google, vous allez le trouver, qui permet de rechercher dans le texte de ces magazines. Donc, ils ont été OCRifiés, comme on dit, c'est-à-dire que toutes les pages de scan ont été transformées en texte, et maintenant, on peut faire une recherche comme on ferait une recherche dans Google, mais qui va puiser soit dans un seul magazine, soit dans l'ensemble, etc. Pour toutes les personnes qui font de l'histoire du jeu vidéo, c'est hyper précieux. On peut voir ce que la presse écrivait sur Mario il y a 40 ans en un clic. Un truc particulier, un obstacle auquel je ne m'attendais pas, en faisant toutes ces recherches dans les magazines à la main, j'ai fait ce qu'on appelle des carottages. J'ai suivi une méthode d'un chercheur britannique qui s'appelle Graeme Kirkpatrick, et qui a développé cette méthode de carottage où il prend des échantillons de magazines, il voit ce qui se passe dedans, et j'ai fait ça un petit peu sur les 37 ans sur lesquels était étalé mon corpus. Mais j'ai quand même utilisé un petit peu une ressource préexistante avec de l'OCR pour voir les occurrences, notamment du mot « enquête » dans Tilted Joystick. Moi, je pensais naïvement que s'il y avait le mot « enquête » dans un magazine, bah, j'allais y trouver de l'enquête. Qu'est-ce qu'on trouve? Et on a encore le même résultat quand on tape Video Game Investigation sur Google aujourd'hui. On a les jeux vidéo d'enquête. Les jeux vidéo qui mettent en scène des détectives, les jeux policiers, les jeux où on incarne un enquêteur, une enquêtrice. Ça vous dit déjà beaucoup du rapport que le journalisme de jeux vidéo entretient avec l'enquête. Et pourtant, il y en a. Et alors, un autre obstacle, et vous vous demandez pourquoi il y a une demoiselle dévêtue, mais vous allez comprendre, c'est paradoxalement, les sites internet sont beaucoup moins bien archivés que la presse papier. C'est-à-dire que tous les tilts là, parus entre 82 et 94, je les retrouve en test intégral du numéro 1 au numéro, je sais plus, 105, je crois, en entier. On peut éplucher tout tilt, mois par mois. Par contre, et donc c'est de la presse qui a 40 ans et elle nous est accessible. Par contre, un site internet qui a 10-12 ans, comme jvn.com, Jeux Vidéo Network, qui a longtemps été
un des acteurs majeurs, hein. C'était peau de chagrin par rapport à jeuxvideo.com, mais c'était quand même un site qui comptait. Eh ben, aujourd'hui, il faut passer par la Wayback Machine, parce que quand on tape jvn.com aujourd'hui, on tombe là-dessus. Sur quelqu'un qui a racheté le nom de domaine, et j'imagine c'est un site de mode, ou je ne sais pas très bien, un site de vente de vêtements. En fait, on a tout un pan important de l'histoire du journalisme de jeux vidéo qui est très difficilement accessible parce que la Wayback Machine, ça ne fait pas des miracles. Vous avez ce qu'on appelle des snapshots, donc des moments où il y a eu des sauvegardes. Vous pouvez retourner voir des pages archivées, mais vous ne pouvez pas aller voir partout. Puis évidemment, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent plus, hein. Là, vous doutez bien que normalement, il doit y avoir une vidéo au milieu de l'image et qu'elle ne s'affiche plus, etc. Donc ça, c'était extrêmement compliqué et je ne m'y attendais pas du tout. Moi, une de mes particularités en tant qu'auteur, en tant que chercheur, c'est d'écrire au fur et à mesure. Ce qui, pour plein de personnes dans la recherche, est complètement impensable. Parce que y a plein de chercheurs-chercheuses, notamment quand on a une bourse. Moi, j'avais la chance de ne pas avoir de bourse. Quelque part, moi, j'ai vécu ça comme une chance parce que je faisais ça sur mon temps d'assistant. Mais du coup, je n'avais pas cette pression de la bourse qui dit « tu finis ta thèse en 4 ans ». Et quand tu as ça, souvent, tu vas faire 3 ans de recherche, tu vas faire 1 an d'écriture. Ça veut dire que pendant 3 ans, tu couches pas une ligne sur papier et tu es juste en train d'emmagasiner des trucs dans ta tête et ta tête, elle explose. Donc pour moi, c'était pas du tout possible de faire ça. Donc je commence à écrire dès le début. Et en fait, au début, quand je commence la thèse, c'est pas du tout évident qu'il y a de l'investigation dans la presse jeux vidéo. Et c'est en janvier 2018, alors que j'ai déjà commencé depuis 2 ans, qu'il y a une affaire incroyable qui éclate, dont on va reparler après. Crunch Investigation, où il y a Mediapart qui se met à faire de l'enquête sur le jeu vidéo, où il y a Le Monde et il y a un journal spécialisé très important qui s'appelle Canard PC, et où il y a un vrai scandale qui va éclater, qui va toucher au droit du travail et qui va vraiment mériter le terme d'investigation, qui est assez prestigieux. Mais jusque-là, ce n'était pas du tout une évidence. Donc, quelque part, c'est une chance d'avoir écrit au fur et à mesure parce que je rends compte aussi de cette apparition-là. Et il y a une évolution qui se fait au fur et à mesure. Et puis, il y a aussi, entre-temps, entre le moment où j'ai commencé et où j'ai terminé, plein de journalistes qui ont quitté le métier. Et ça, c'était intéressant pour moi aussi, parce que j'ai pu les interroger à un moment, j'ai pu les interroger avant ce point de bascule de Crunch Investigation, j'ai pu les interroger après, et j'ai pu les interroger à la toute fin, comme une sorte d'épilogue. Vous verrez, c'est aussi dans le bouquin, de pourquoi est-ce que, en l'espace de ma recherche, de mes 6 ans, pourquoi est-ce que tu as quitté le métier depuis ? Rapidement, je vous la fais courte, mais moi je me suis rendu compte que, contrairement à ce que je pensais, l'enquête dans la presse jeux vidéo, elle ne fait pas une droite linéaire comme ça, qui se ferait qu'augmenter. Pas du tout. C'est vraiment des zigzags, enfin, pas des zigzags, des montagnes russes, des hauts, des bas. Et bizarrement, ça commence très haut. Dans Tilt, il y a énormément d'enquêtes. Il y a un ton qui évoque parfois quasiment le journalisme de guerre, hein. Les Américains ont déployé une stratégie éblouissante qui gagne timidement l'Europe engourdie. Pour Tilt, Olivier Chazoul est allé voir ce qui se prépare. On a l'impression que le gars, il est dans la bande de Gaza, quoi, parfois sur le ton. Et puis, des dossiers sur les métiers de la création qui sont assez riches en sources, avec 13 sources interrogées, avec des chiffres, avec le salaire moyen des métiers de l'industrie du jeu vidéo à ce moment-là. Donc ça, c'est des témoignages historiques qui sont précieux. Et puis, vous voyez ici un historique des déboires juridiques de Microsoft qui est aussi très sérieux et pourtant qui est publié dans un magazine Joystick qui était connu pour son ton assez caustique, son humour assez potache. Et donc, j'ai fait le boulot aussi de vérifier tous ces faits-là pour voir si c'était pas juste du gonzo journalisme, des journalistes qui racontaient n'importe quoi pour faire marrer, pour se foutre de la gueule de Microsoft, parce que Bill Gates en prenait beaucoup pour son grade à l'époque. Mais non, les faits sont justes et il y a un vrai boulot de recoupage et de narration juridique de ces déboires-là. Donc je me suis rendu compte, et attention, ce modèle pique les yeux, être un chercheur c'est aussi faire des schémas, mais on n'a pas tous appris à les faire jolis. Donc, ça c'est un des trucs de conclusion, c'est de se rendre compte que l'enquête elle se fait dans cette presse par intermittence. Et il y a une expression que Marc Vanès, qui a co-dirigé la thèse avec Björn Olaf Dozo, utilisait déjà dans nos discussions, c'est le mode investigatif. Et ça marche bien quand même, hein, le terme de mode pour évoquer le journalisme de jeux vidéo, hein, comme le mode facile, mode difficile, etc. dans le jeu vidéo. Les journalistes, ils n'investiguent pas tout le temps.
Alors ça, c'est vrai dans le jeu vidéo, mais en fait, c'est de plus en plus vrai dans le journalisme de manière générale aussi, hein. C'est de plus en plus rare les journalistes qui vont faire que de l'investigation du soir au matin. Il n'y a pas toujours les budgets, il n'y a pas toujours les motivations. On a envie de se diversifier, on a envie parfois de s'aérer l'esprit. Et donc, il y a ce qu'on appelle une routine éditoriale. Et puis, il y a des éléments, des événements, parfois internes à la rédaction ou au quotidien de ce journaliste, cette journaliste, et parfois des déclics extérieurs qui vont faire qu'on enclenche ce mode investigatif qui est fait d'un long processus où au début on est dans l'incertitude, on va encaisser à la fois des coups, ça va être difficile, on va aussi prendre du plaisir à la tâche, parce que le journalisme d'investigation, quel que soit le domaine, c'est très ludique, et puis on va enfin sortir son papier, et là il va y avoir tout le processus de service après-vente, on appelle ça, toutes les répercussions de l'article. On va se dire, tiens, est-ce que j'y retourne pas? On fait un peu le bilan de cette micro-expérience, on goûte ce journalisme d'investigation et on se dit, ok, quelle place est-ce que ça va prendre dans ma carrière ensuite? Le résultat de ça aujourd'hui, de cette présence intermittente de l'enquête, c'est une diversité éditoriale dans la presse jeux vidéo. Pendant des années, la presse jeux vidéo, ça a été, on va y revenir après, mais des papiers très plats, très centrés sur le produit, un cycle news preview test dont je vais vous parler juste après. Et aujourd'hui, en fait, on a de l'enquête sur le dopage, les gens qui jouent en compétitif à des jeux de tir et qui se dopent avec des pilules, avec de l'adéral pour être plus concentrés, avoir des meilleurs réflexes. On va avoir une enquête sur jeux vidéo et écologie. Quel est l'impact carbone des jeux vidéo? On va avoir un reportage sur les jeux vidéo qui sont faits en Pologne, des enquêtes sur les fermetures des magasins, des reportages, des portraits de joueurs et joueuses qui sont en situation de handicap. Comment dans ce loisir de la performance, où parfois il faut être dans une grande maîtrise du périphérique, de la manette, comment est-ce que ces personnes évoluent? Donc il y a une vraie diversité. Et je vais terminer par là ce premier set et vous donner la parole si vous avez déjà des questions, en vous assurant avec ce petit, là vous avez un aperçu de la table des matières, donc vous voyez que c'est il y a beaucoup d'intertitres, j'essaie que ça soit rythmé, etc. Et c'est un bouquin qui a été pensé vraiment pour enlever tous les échafaudages. On utilise beaucoup cette métaphore, mais quand vous faites une thèse, vous devez prouver aux personnes qui vont vous évaluer, parce qu'on est encore dans l'évaluation à ce moment-là, vous devez leur prouver que vous avez tout fait bien. Donc vous êtes très scolaire, vous faites plein de données de bas de page pour dire j'ai vérifié ceci, j'ai fait ça, ma méthode elle est comme ça, voilà pourquoi j'affirme ceci, voilà ce tableau qui montre que, et vous dites j'ai fait mes devoirs. Et puis les 2 ans supplémentaires que j'ai pris après le dépôt et la défense de cette thèse pour la transformer en bouquin, ça a été l'occasion de tailler à la hache et d'enlever tous ces échafaudages et de vraiment garder que la substantifique moelle. Et au début, évidemment, ça a été un crève-cœur, parce que quand vous avez bossé pendant 6 ans sur un matériau comme ça, c'est douloureux pour vous de dire « Ah, ça quand même, j'ai envie que ça reste là. » Et puis en fait, on apprend et ça devient jouissif en fait. Et de dire vraiment, voilà, on enlève l'écriture en nous, on parle en jeu, on ose dire ce qu'on pense et on se libère de toute une série de contraintes. Et donc c'est un bouquin personnel. Je pense que j'ai voulu faire le plus agréable à lire possible, même si ça reste un bouquin hérité d'une thèse, donc il y a des passages un petit peu plus techniques, mais en fait, toute la première partie, elle est faite pour que vous l'enjambiez allègrement si vous n'êtes pas intéressé par l'aspect scientifique. Donc c'est la démarche et les outils. Et si vous voulez juste avoir les résultats de mes recherches, vous pouvez aller directement à la 2e partie qui va parler des textes, puis la 3e partie qui parle des journalistes. Et voilà. Donc ce qui est bien, c'est que le livre n'efface pas la thèse. La thèse, elle est toujours là, elle est toujours disponible, accessible, évidemment gratuitement en ligne pour les personnes qui ont envie de creuser, pour les personnes qui ont envie d'aller vraiment dans le détail, de comprendre toute la méthodologie, etc. Voilà. Si vous avez envie de lire 800 pages en PDF, faites-vous plaisir. Elle est dispo. Il y a la défense de thèse aussi, si vous avez envie de voir à quoi ça ressemble, une défense de thèse qui est disponible sur la chaîne YouTube du Liège Game Lab. Et puis le livre, il est là ce soir, il est accessible au prix de 30 €. Et on a déjà un petit peu survolé ce qu'il y avait dedans.
Et je vais continuer à vous donner un avant-goût dans la deuxième et troisième partie de la soirée. Est-ce qu'à ce stade, il y a des questions? D'imposteur ou pas, d'être dans la presse vidéoludique, et est-ce qu'on leur a déjà fait ressentir aussi, en tant que journaliste dans ce domaine-là, qu'ils n'étaient pas des investigateurs, ou est-ce que même ne se considéraient même pas du tout comme ça, quoi. Ouais, donc cette question du syndrome de l'imposteur, évidemment qu'elle est beaucoup revenue dans les entretiens. En fait, il y a un concept de Bourdieu. Il faut name drop Bourdieu à un moment dans une conférence, sinon t'as raté ta conférence. Bourdieu et Passeron, qui s'appelle la violence symbolique. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est cette idée de dévalorisation qui est intériorisée. C'est-à-dire que tu n'en as même plus conscience. Et j'ai tout un chapitre de la thèse qui se retrouve aussi dans le bouquin, parce que je trouvais ça très important, sur cette violence symbolique. Et donc, ce truc de tous ces journalistes spécialisés en jeux vidéo qui disent « Non mais attendez, j'ouvre le bouquin là-dessus d'ailleurs, hein, un journaliste, un rédacteur en chef même, qui dit je lui dis, bah voilà, j'aimerais vous poser quelques questions sur l'enquête dans la presse jeux vidéo. Il me dit, si l'entretien c'est sur l'enquête dans la presse jeux vidéo, ça va être très court. » Et donc, c'était toujours ça, c'était ce genre de truc de « Attention, investigation, c'est beaucoup trop pompeux pour ce qu'on fait. » À la limite de l'enquête, et encore. Et donc, il y a ce truc de vraiment... j'ai tiré toute une série de propriétés des journalistes sur leur vécu, et il y en a un qui s'appelle « Ne pas se survendre ». Et c'est beaucoup revenu, ce truc de « Attention, je ne veux pas dire que je fais de l'enquête, ni même encore moins de l'investigation. » Parce que dans l'échelle du prestige, investigation est au-dessus d'enquête. Parce que j'aurais peur d'être attendu au tournant. Et si moi, en tant que journaliste de jeux vidéo, déjà on part du principe que je fais du sous-journalisme, si en plus venant du sous-journalisme, je me réclame du journalisme le plus haut sur l'échelle hiérarchique, on va me tuer et on va me descendre. Et donc il y a vraiment cette peur-là qui existe, quoi, qui est très prégnante. Moi j'ai voulu déconstruire cette mythification-là du journalisme d'investigation, parce que autant le journalisme d'investigation c'est très important et ça reste la quintessence du journalisme, etc., autant c'est quand même hyper important que ça n'écrase pas les journalistes, parce que du coup le résultat de ça c'est qu'ils ne vont pas oser enquêter, ils ne vont pas oser investiguer, parce qu'ils ont trop peur. Et ça c'est quand même dramatique. Alors, ce deuxième set s'intitule « L'industrie vidéoludique est dysfonctionnelle, elle est malade, elle est cassée ». Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Je vais beaucoup m'appuyer sur les travaux d'un journaliste d'investigation américain, The journaliste d'investigation en jeux vidéo. Peut-être qu'il y en a qui connaissent son nom, Jason Schreier, qui a longtemps écrit pour un site qui s'appelle Kotaku et qui est maintenant chez Bloomberg. Et c'est le Edu Plenel, le Fabrice Arfi du journalisme de jeux vidéo. C'est le modèle que tout le monde cite, mais un peu par défaut, parce que c'est le seul à vraiment s'illustrer de cette façon-là sur ses investigations, parce qu'il a développé son réseau, il a accès au studio, et l'industrie du jeu vidéo, on va le voir, elle est très verrouillée, donc c'est vraiment pas facile de faire de l'enquête, de faire de l'investigation dessus. Et Schreier, il y parvient, à coup de beaucoup d'efforts, et aussi grâce au fait que, évidemment, c'est un cercle vertueux. Plus il en fait, plus les gens lui font confiance, plus il a accès, etc. Donc, beaucoup de journalistes en France se sentent un petit peu jaloux. Il y a le côté barrière de la langue aussi, qui rend les choses plus difficiles. Mais on va voir qu'il y a aussi de l'enquête en France. Citation de Schreier, il dit « Un jour, j'ai pris un verre avec un développeur qui venait de boucler un nouveau jeu. Il avait l'air épuisé. Il m'a raconté que son équipe avait quasiment atteint la ligne d'arrivée lorsqu'ils ont soudain compris quelque chose. Une des fonctionnalités principales du jeu n'était pas du tout amusante. Du coup, ils ont passé plusieurs mois en plein crunch, vous allez beaucoup entendre ce mot. Crunch, c'est le moment où on fait des heures supplémentaires, où on se met à dormir au bureau, où on travaille sans compter, on prend plus ses week-ends. Donc certains dormaient au bureau pour ne pas perdre de temps dans les trajets, etc. Et puis jusqu'au jour où ils ont rendu la version finale, beaucoup d'entre eux pensaient que le jeu sortirait jamais. Il lui a dit « À t'entendre, c'est un miracle que le jeu ait été terminé ». Et il a répondu « Jason, chaque jeu terminé est un miracle en soi ». Et donc c'est ça, l'industrie du jeu vidéo. C'est tellement complexe de faire un jeu vidéo, c'est tellement un boulot monumental qui allie des musiques, qui allie des graphismes, la modélisation de personnages, des acteurs, actrices de doublage qu'il faut diriger, un scénario bien sûr,
du gameplay, de l'expérience de jeu, des fonctionnalités, un mode solo, un mode multijoueur, ça n'en finit pas. C'est extrêmement complexe. Et malgré toute cette complexité, le marché de l'offre du jeu vidéo, elle ne fait que croître. On est à quasiment 14 000 sorties par an, rien que sur la plateforme Steam en 2023, qui est la plateforme de distribution numérique sur PC de référence. Donc ça, évidemment, pour les journalistes, c'est très compliqué de traiter autant de jeux vidéo. Et pour l'industrie, ça donne une énorme concurrence, évidemment, parce qu'il y a tout le temps, tous les jours, des dizaines et des dizaines de jeux qui sortent. Certains prennent 80, 100 heures à être terminés par les joueurs et joueuses. Donc au milieu de tout ça, on est noyé même. Et pourtant, on se retrouve face à une industrie dans laquelle les licenciements et les annulations de projets sont hyper fréquents. Donc encore en février dernier, tu avais Sony qui coupe 900 emplois. Donc on ne parle pas de petites entreprises en difficulté, hein, on parle d'entreprises qui sont dans le vert, mais qui cherchent à optimiser leurs coûts, à réduire les dépenses, et dès qu'il y a un projet qui fonctionne un peu moins bien, hop, on taille dans le gras. Un acteur comme Electronic Arts, qui fait les jeux FIFA notamment, qui est connu pour ses licences de sport, qui coupe 670 emplois, et puis des coûts qui sont astronomiques. Microsoft, il y a quelques années, a racheté Activision Blizzard, qui est un éditeur colossal qui a des noms que vous connaissez, Call of Duty, World of Warcraft, etc. Pour, rendez-vous compte, 68,7 milliards de dollars, ça c'était le coût de l'acquisition. Okay. On a un jeu comme GTA V qui a 265 millions de dollars de budget et qui a rapporté en recettes plus de 8 milliards. Et pourtant, voilà, on se retrouve avec des jeux qui sont fréquemment annulés. Un développeur ici, qui dit « ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie, j'ai vu 7 jeux sur lesquels j'ai travaillé qui étaient annulés ». C'est énorme parce qu'un jeu vidéo, on ne travaille pas dessus pendant quelques mois. Un jeu vidéo, on va travailler dessus 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et voilà, le Fred ici sur Reddit part d'un témoignage d'un gars qui dit « je bosse sur un jeu AAA ». Donc AAA, c'est les blockbusters du jeu vidéo, si vous voulez. C'est les jeux qui ont les plus gros budgets, qui se comptent en dizaines, centaines de millions de dollars de budget, qui dit voilà, on a bossé pendant 2 à 3 ans, et là le jeu a été coupé. Il ne sortira pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a des enjeux en termes de com, parce que vous avez vu le nombre de sorties, donc il faut déployer un budget marketing énorme pour faire exister ces jeux, et donc les cadres supérieurs se disent finalement, ça ne vaut pas le coup, ce jeu, on pense qu'il ne va pas bien fonctionner, on préfère l'annuler, et tant pis si les personnes ont bossé 2 à 3 ans dans le vide. Donc ça, évidemment, ça crée des dépressions, des burn-out, etc. Pas plus tard que la semaine dernière, Xbox, vous vous rappelez que je viens de vous dire qu'ils ont racheté il n'y a pas longtemps Activision Blizzard, ils viennent de fermer dans le package de studios qu'ils ont acheté 3 studios, sans sommation aucune, c'est-à-dire que les studios l'ont appris en même temps que le grand public, ils l'ont appris dans la presse. Ils ont découvert comme ça qu'ils étaient fermés. Et puis il y a un autre studio qui a été absorbé. Dans ces studios, on a notamment Tango Gameworks, qui avait sorti l'an dernier Hi-Fi Rush, qui est un jeu super chouette, un jeu de plateforme très coloré, où on doit suivre le rythme en faisant ses combats. Il y a un côté manga très dynamique. Le jeu a eu un super succès critique, il a eu des ventes tout à fait correctes, mais ça suffit plus pour exister aujourd'hui dans l'industrie aux yeux d'Xbox qui veut la rentabilité absolue, qui veut du Call of Duty, qui veut atteindre ces sommets-là. Et c'est pas terminé, donc papier de Jason Schreier, toujours de la semaine dernière, qui dit qu'il va y avoir encore d'autres coupes, d'autres licenciements qui vont arriver. Et en fait, le paradoxe, c'est de se rendre compte qu'il n'y a plus du tout de plan à long terme. C'est-à-dire qu'on est dans les décisions court terme, on se dit vas-y, on met 70 milliards de dollars sur la table pour acheter des studios, et puis en fait, il n'y a pas de structure qui est créée vraiment pour les accompagner. Et puis une fois qu'ils se sont plantés, on se dit c'est pas grave, en fait, on n'a pas les ressources finalement, on n'en veut pas. Finalement, on n'a pas les ressources en interne pour
pour faire en sorte qu'ils aboutissent à des jeux de qualité ou qui sont satisfaisants pour nous, etc. Et il n'y a pas cette notion qu'on peut avoir dans certaines boîtes d'édition au cinéma, dans certaines boîtes de prod au cinéma, de dire « Ok, on va faire du blockbuster, mais à côté, on va faire du film un petit peu plus indé, mais qui va aller chercher des spectateurs un petit peu plus pointus, mais qui va redorer notre image, etc. » Alors, ça existe, mais en tout cas, ça, visiblement, Microsoft n'en veut pas. Donc l'industrie du jeu vidéo, elle est malade. Elle est notamment malade de cette pratique du crunch. Donc je vous le disais, hein, ces heures supplémentaires, des périodes de crise qui sont censées être inhabituelles, qui sont censées être ponctuelles. Ah, on va prendre 3 mois pour finir ce jeu et les gars, ça va être dur, on va cravacher, mais on va y arriver, on va faire en sorte de faire le meilleur jeu possible. Oui, sauf qu'il y a de plus en plus de studios où le crunch, il est permanent ou quasi permanent. Évidemment, il ne l'est pas quand on est en phase de recherche et développement, mais une fois qu'un projet est lancé, on se retrouve à cruncher, donc à faire des heures supplémentaires, à dormir au bureau, etc. Ça devient la norme, en fait. Ça devient la norme et les heures supplémentaires, elles ne sont pas toujours rémunérées. Ça dépend de votre statut. Donc ça, c'est assez problématique. Pendant longtemps, on s'est dit que ce crunch, il était invisibilisé. La presse n'en parlait pas. On se dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas de place là-dedans? Mais c'était plutôt une question de présence d'esprit. Un journaliste avec qui j'ai beaucoup parlé, qui travaille aujourd'hui au Monde, au Décodeur, qui s'appelle William Oduro, il appelle ça la culture du produit. Il me dit qu'on est tellement élevé dans le milieu du jeu vidéo, et il inclut la presse dedans, à raisonner en termes de produits, qu'on ne pense pas à tout ce qui se passe autour. Et on va parler, pendant longtemps c'était le cas, dans les années 90 et même pendant les années 2000, on parle du jeu vidéo en lui-même. Par exemple, on ne se pose pas la question de l'angle d'un article. On va parler du jeu vidéo. On ne se pose pas la question du titre d'un article. Le titre d'un article, ça va être le nom du jeu vidéo. Et on est comme ça dans un cycle où les genres journalistiques dans la presse jeu vidéo dépendent de l'industrie et du cycle communicationnel de l'industrie. Donc en premier, vous faites une news, vous annoncez qu'un jeu vidéo va sortir quand l'industrie a décidé de l'annoncer. Puis vous faites une preview. Quand ça existait encore, vous alliez en salon, au salon de l'E3 en Californie notamment, pour aller assister à une version de démonstration du jeu et rendre un premier avis dessus. Et puis quand le jeu sortait dans le commerce, vous faisiez un test, vous faisiez une critique pour dire s'il était bien ou pas, avec une note sur 20, comme à l'école. Et donc quand on est dans ce schéma-là, il n'y a pas de place pour des dossiers, il n'y a pas de place pour l'enquête, il n'y a pas de place pour sortir la tête du jeu vidéo et aller voir dans les studios comment ça se passe. Avec un diplômé en journalisme qui s'appelle Clément Manguette, on s'est demandé à quand remontait ce crunch-là, cette pratique du crunch et surtout, un peu comme je l'ai fait avec la généalogie de l'enquête, mais à plus petite échelle, quand est-ce qu'on parle de crunch pour la première fois dans la presse? On a publié un papier là-dessus dans un bouquin que je vous recommande si le sujet vous intéresse. Il est pour le coup accessible en accès libre, en PDF, sur le site de l'éditeur, sur la collection Jeux Plespi, les presses universitaires de Liège, lire les magazines de jeux vidéo. Et dans ce papier, on s'interroge sur à quand on remonte le crunch, et on voit une première affaire émerger en 2004 où, et c'est assez caricatural, c'est les épouses des employés d'Electronic Arts qui tirent la sonnette d'alarme et qui disent ah là là, on ne voit plus nos maris à la maison, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous abusez pas un petit peu sur le temps de travail, quoi? Donc c'est assez caricatural, mais c'est comme ça. Et il se trouve qu'à l'époque, c'est surtout la presse locale généraliste qui va traiter cette question. Et la presse de jeux vidéo va pas trop en parler parce qu'elle ne voit pas l'intérêt, parce qu'il n'y a pas trop une demande non plus des lecteurs et des lectrices de ça. Il faut se rendre compte que c'est une époque où Internet est encore plutôt balbutiant et où la fonction première d'un magazine de jeux vidéo, c'est de voir des captures d'écran, c'est d'avoir les infos, c'est parfois d'avoir des démos pour découvrir les jeux qui vont sortir, etc. Donc on n'a pas ce réflexe-là. Cette tendance, elle va s'inverser après, et dans la dernière affaire dont on parle dans le papier, on voit que c'est la presse jeux vidéo qui a l'initiative du traitement de l'affaire par rapport à la presse généraliste. Dans la presse française, c'est un peu le même phénomène, hein. Parfois, quand les journalistes vont dans les studios, qui vont aller faire une preview, ils vont mentionner comme ça, ils vont parler un petit peu des développeurs, mais un peu sur le ton de la blague. Oh, ils ont l'air très fatigués, ils ont des cernes. Oh, lui, il passe sa journée à faire des plantes vertes, à les modéliser. Dans 2 ans, il aura des cheveux blancs. Ha ha ha. Oui, peut-être il faut s'en inquiéter de ça. Donc il y a cette espèce d'entre-deux où on ne sait pas s'ils trouvent ça vraiment problématique et
qu'ils n'ont pas la place et qu'ils n'osent pas le dénoncer, ou s'ils trouvent ça juste amusant, ils se disent « Oh, c'est le fameux métier passion ». Et le journalisme étant aussi défini comme un métier passion, et à l'époque, les jeunes journalistes passent beaucoup de temps et aussi prennent pas leur week-end, etc., parce qu'ils sont tellement contents de pouvoir tester des jeux vidéo, d'être payés à jouer, etc., qu'ils sont dans cette espèce de... Ils se mettent des œillères quoi, sur le droit du travail, etc. Pour eux, ça n'existe pas. Donc du coup, il y a probablement un phénomène de contamination commune entre la presse jeux vidéo et le jeu vidéo en lui-même, sur ce crunch. On retrouve une première itération de ce mot crunch en 2012 dans un papier de William Oduro sur Gamecult. Et puis on retrouve des vraies enquêtes avec plein de révélations en 2016, en 2017, mais c'est assez étonnant, sous l'impulsion des pigistes, principalement Nicolas Turcev, qui a écrit pour Gamecult à l'époque où Gamecult faisait encore de l'enquête. Et donc c'est particulier d'avoir des pigistes. Donc pour ceux qui ne connaissent pas trop les termes journalistiques, vous avez les personnes qui sont en CDI, qui sont salariées, et puis les personnes qui vont fonctionner à la mission, être rémunérées au papier. Ils sont à la pige, on appelle ça. Et donc on pourrait penser que cette enquête sur les conditions de travail des développeurs, ça doit être la priorité de la rédaction, qu'ils vont mettre leurs salariés dessus. Mais non, les salariés, ils sont trop occupés par ce qu'on appelle l'intracycle, ce que j'appelle modestement l'intracycle, le flux des sorties, cette boucle permanente, news, preview, test, dont tu ne peux pas sortir parce que, vous avez vu, 14 000 sorties à l'année. Donc, tu ne sais pas sortir la tête du guidon quand tu es des petites équipes parce qu'il n'y a pas énormément d'argent dans la presse. Et donc, il faut des pigistes qui ont la bonne volonté d'enquêter là-dessus pour qu'on puisse en entendre parler. Le résultat de ça, c'est évidemment des journalistes qui se fatiguent et qui finissent, je le disais, par quitter le métier. Il y en a un qui m'a beaucoup marqué parce que sa démission est tombée vraiment quelques jours, semaines avant ma défense de thèse, donc c'était assez emblématique. C'est Pierre-Alexandre Rouillon, alias Pipo Mantis, qui est vraiment un journaliste incroyable, et qui faisait l'amer constat qu'après 17 ans de boulot, il n'arrive toujours pas à se payer sereinement son loyer à Paris, dans un petit studio de 20-25 mètres carrés. Et il n'y arrive pas, il n'est pas serein, il sait qu'il n'aura peut-être pas les sous à la fin du mois. Et puis de se rendre compte qu'avec le Covid, l'industrie du jeu vidéo, elle a fait un bonus énorme. Hein. Les gens étaient cloîtrés chez eux, ils ont énormément joué. On a eu des studios qui faisaient leur score, leur bénéfice x10, x20. Et en miroir, la presse, elle a continué à se précariser. Et avec la montée des événements en ligne, le tout distanciel avec le Covid, les journalistes se sont retrouvés à couvrir des salons à distance, à des heures pas possibles, à s'épuiser comme ça, à passer du temps devant l'écran et à perdre ce contact avec le terrain aussi. On a vu pas mal de démissions à ce moment-là et il y a pas mal de journalistes qui passent de l'autre côté de la barrière et qui vont bosser dans l'industrie. Ils n'ont pas nécessairement des conditions de travail plus saines, mais au moins c'est un peu rafraîchissant et puis des fois ils soignent une certaine frustration. Donc ça sera la dernière slide de cette deuxième partie. La presse jeux vidéoludique tout simplement, elle va pas très bien. Le leader en termes d'audience, jeuxvideo.com, il devient plus que l'ombre de lui-même d'un point de vue éditorial. Là, vous avez une enquête du site Arrêt sur Image qui dénonce le fait que sur jeuxvideo.com, on retrouve limite maintenant plus d'articles sur les frigos connectés ou les enceintes, les aspirateurs pas chers que sur le jeu vidéo. Donc le nombre de tests, de critiques a été divisé par 10 en quelques années. Il y a de moins en moins d'argent pour les vrais papiers journalistiques qui sont de toute façon noyés dans la masse, noyés dans les contenus sponsorisés, etc. Et par contre, il y a de plus en plus de liens d'affiliation, de modèles économiques un peu putassiers, qui cherchent vraiment à vous engouffrer dans le piège à clics. Mais il y a une lueur d'espoir. Notamment sur la plateforme Twitch, qui, c'est un retour des choses qui est rigolo. Hein. Donc, Twitch est ce leader du streaming possédé par Amazon. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu YouTube, mais en direct. Historiquement, c'était une plateforme sur laquelle on faisait beaucoup de jeux vidéo. Puis maintenant, on se retrouve à faire
toute une série d'autres choses, de la poterie, de la lutherie, des recettes de cuisine, etc. ou juste du just chatting, donc de la radio libre en fait. On discute avec les gens, on se filme en train de le faire, on interagit par l'intermédiaire du chat. C'est aussi un support intéressant pour le journalisme. Et ça, on s'en est rendu compte avec les gens qui ont monté Origami, un média par financement participatif. Et avant ça, on a eu un ancien de Gamecult, Gauthier Andrés, qui faisait des matinales d'actualité, donc des revues de presse, mais où le but n'est pas d'être dans ce cycle news preview test et de dire « Oh, regardez, il y a tel nouveau jeu qui sort » et ça. Il le fait aussi, mais vous le voyez là, des gros focus sur les licenciements, les enquêtes que l'industrie préférait étouffer, les révélations, etc., avec parfois, ponctuellement, des vérifications propres. Il va, lui, passer des coups de fil et utiliser Twitch, en fait, pour après discuter avec les gens, répondre à leurs questions en direct, donner des éclairages et parfois des infos complémentaires qu'il a été chercher lui-même en enquêtant. Donc, le streaming en direct devient un support pour le journalisme et ça, je trouve ça assez intéressant. Et curieusement, le journalisme de jeux vidéo est assez pionnier là-dessus, de par sa proximité, son accointance avec Twitch. Ils ont tendance à bien connaître la plateforme et à être les plus à même d'avoir cette aisance pour pouvoir s'exercer à l'investigation sur une telle plateforme. Est-ce qu'à ce stade, vous avez des questions sur cette industrie du jeu vidéo malade? Du coup, ça voudrait dire que l'avenir de la presse vidéoludique passe alors par ces nouveaux médias, que ce soit YouTube, Twitch, ou du coup, elle n'a plus vraiment sa place dans la presse écrite traditionnelle? Alors, pas tout à fait. Il y a encore des magazines imprimés. On peut citer Canard PC, on peut citer JV Le Mag, on peut citer Jeux Vidéo Magazine aussi, qui continue à plutôt bien se porter. Mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas cette presse-là qui va pouvoir innover. Pourquoi? Parce qu'elle a plutôt la corde au cou financièrement. Surtout Canard PC, JV Le Mag, qui sont des magazines un peu plus indés, qui vont avoir un ton un peu plus caustique ou un peu plus analytique, qui vont être plus dans... ils vont oser parler de jeux vidéo qui sont sortis il y a 20 ans, ce qui est complètement à contre-courant des tendances éditoriales mainstream, etc. Mais du coup, ce n'est pas ceux qui vont faire le plus de ventes et tirer le plus d'exemplaires. Ils vont faire 5 000, 10 000, 15 000 ventes quand ils sont super contents, et ça va plafonner là. On parle d'une presse qui, dans ces grandes années, dans l'âge d'or, durant les années 90, vendait, par exemple le PlayStation Magazine, on était au-delà des 150 000 exemplaires. Donc on a divisé par 10 le score, le tirage. Cette presse écrite, elle continue d'exister. Elle a l'avantage d'être complètement libérée du côté temps réel de l'information, de ne pas du tout chercher à rivaliser avec le web. Parce que maintenant, en fait, l'industrie du jeu vidéo, elle n'a plus besoin des journalistes. Elle fait sa propre communication toute seule comme une grande. Elle s'en fout d'être relayée. Elle n'en a pas besoin, en fait. Elle a ses propres réseaux sociaux, elle a ses propres émissions. Le State of Play de PlayStation, Ubisoft Forward, Nintendo Direct, tout ça, ils font leurs propres conférences, ils font leur propre com. Mais du coup, la presse papier, qui sort tous les mois, tous les 2 mois, elle a plus de liberté. Donc elle peut s'autoriser à parler de trucs dont personne ne parlerait. Donc elle a de l'avenir, mais là où avant on avait 10, 15, 20 magazines qui coexistaient, on n'en a plus que 3, 4, quoi. Et bonne chance pour lancer un nouveau magazine imprimé demain. Et ceux qui sont encore là ont besoin régulièrement du soutien des lecteurs et lectrices. Ils font des financements participatifs, ils font des hors-séries qui vendent sur les plateformes, etc. pour essayer de se maintenir à flot. Mais ils tiennent le coup. Mais voilà. Pendant combien de temps, ça, on ne sait pas. Donc, effectivement, là, il y a un regain sur ces plateformes-là, mais qui va peut-être s'essouffler tout aussi vite. Ça, il faudra l'observer. C'est pas aussi une manque de réponse de l'industrie, même de... J'en ai pas parlé, mais c'est un des trucs qui décourage les journalistes. Donc, Olivier me demande si... voilà, on voit qu'il y a des révélations sur l'investigation, mais il n'y a rien qui bouge dans l'industrie. Est-ce que ça provoque pas aussi de l'essoufflement? Oui, les journalistes qui ont bossé sur Crunch Investigation, on va rentrer dans les détails après, mais ils ont tous les deux quitté le métier avec un goût amer dans la bouche en voyant que ça bougeait pas trop dans l'industrie, que
Au niveau des syndicats, il y avait un syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui se constituait, mais que ça restait assez timide, etc. Et surtout, ce dont ils étaient le plus dégoûtés, c'est de ne pas être relayés par les confrères. Ils étaient là, pourquoi est-ce que nos investigations ne sont pas relayées par jeuxvideo.com? Pourquoi est-ce qu'elles ne sont pas reprises? Pourquoi est-ce que ça ne fait pas plus de bruit? On ne met aucune pression sur l'industrie, on la force pas à s'améliorer en gardant ça confidentiel au sein d'un magazine précis. Pourquoi est-ce que les journalistes ne sont pas plus solidaires de nos révélations? Ça, ça les a un peu dégoûtés, quoi. Alors, il y a des choses qui bougent. On va le voir après avec Ubisoft, notamment, avec des affaires de harcèlement sexuel qui ont éclaté grâce à la presse. Et il y a des mises à pied qui sont faites, il y a des personnes qui sont écartées, etc. Mais ça bouge par toutes petites touches et c'est un combat qui va être long. Parce que cette maladie, c'est une gangrène à ce point-là, hein, parce que c'est depuis ses débuts, l'industrie du jeu vidéo, elle est malade. C'est une lente agonie, en fait. C'est juste qu'au départ, on ne s'en rendait pas compte, mais c'était déjà là. Vous regardez des récits, vous lisez des récits des développeurs dans les années 80, Eric Chahi, etc., Another World, si ça parle à certains, qui ont connu ces jeux vidéo des premiers temps. C'était déjà des gens qui prenaient pas leur week-end, qui bossaient, qui bouffaient devant leur ordi, qui dormaient pas. Le développement du premier Doom, c'était comme ça aussi. C'est juste qu'on n'avait pas pointé le doigt dessus, on n'avait pas dit c'est pas normal. Et là, on dit maintenant c'est pas normal, il y a des journalistes qui le disent, heureusement, mais il va falloir longtemps avant que ça se remette sur pied tout ça et que ça soit un peu plus droit. Même s'il y a des studios qui déclarent qu'ils ne crunchent pas. Maintenant, ça devient un élément de com en fait, hein, de dire hey, chez nous on fait pas de crunch. Tout va bien. Et du coup, les jeux sortent en retard, mais au moins on ne crunche pas. On va entamer la dernière partie, la plus fournie, et celle qui peut-être vous intéressera le plus, sur les jeux vidéo en eux-mêmes. Que nous apprennent les journalistes sur les jeux vidéo? Donc, on va parcourir toute une série de cas, en voyant ce que la presse peut nous apporter par rapport à ces jeux vidéo-là, et ça ne sera pas toujours très agréable à entendre si vous êtes fan de la licence. Mais on va commencer léger, on va y aller crescendo dans les informations qui dérangent. Ça mange pas de pain, voilà, le tout premier Mario. Ben, en fait, qu'est-ce que la presse elle peut apporter sur des vieux jeux comme ça, des années 80, sur des jeux d'arcade, etc. On est dans le registre de l'anecdote. Donc c'est de l'histoire, mais gentil, c'est des petits... Voilà, des petits bonbons qu'on se donne comme ça. Ah, au fait, tu savais que... Donc voilà, des petits faits comme ça, qui sont généralement assez connus. Hein, que Mario, à l'origine, il n'était pas plombier, il était charpentier, il s'appelait Jumpman. Que s'il a un gros nez et une casquette, c'est pas une question de représentation du personnage, mais c'est juste que c'était moins complexe à animer, ça demandait moins de pixels. Hein, donc Shigeru Miyamoto, le créateur de Mario, qui dit voilà, c'était trop compliqué de faire une bouche, donc j'ai fait un gros nez, je l'ai recouvert d'une moustache. Pareil pour les cheveux, c'était compliqué, donc j'ai mis une casquette, c'était moins galère. Et du coup, vous avez un personnage qui après va bercer des générations et des générations, qui a été façonné à l'origine comme ça pour des questions techniques en fait liées à des pixels. Puis aussi au départ, Miyamoto il avait l'idée de faire un jeu autour de Popeye. Popeye, Olive et leur ennemi Brutus, c'est devenu Mario, la princesse Pauline, qui deviendra Peach ensuite, et puis le fameux Donkey Kong. Donc voilà, avec ce petit jeu, on doit sauter par-dessus les tonneaux et monter jusqu'au-dessus. Voilà, ça c'est le registre de l'anecdote. Il n'y a pas un grand travail de journaliste qui est nécessaire pour aller chercher ces secrets-là, parce que c'est des trucs que les développeurs vont raconter volontiers. Ça fait un petit truc sympa, ça n'embête personne. Évidemment, dans la presse qui traite à l'époque de ces jeux-là, donc là on est dans Tilt, donc c'est des scans que je peux aller retrouver hyper facilement en 2 clics sur Abandonware Magazine. On va même pas commencer à vouloir parler de ces trucs-là autour du jeu vidéo. Ça vient bien après. L'attention des journalistes, elle se concentre sur la technique. Donc vous allez avoir sur une même page plusieurs tests, plusieurs critiques de Donkey Kong, parce qu'il y a plein de versions différentes et qu'il faut analyser les différences entre les versions. Pourquoi ça s'appelle test, une critique de jeu vidéo? Parce qu'à l'époque, il y a des versions de jeux vidéo qui ne marchent pas. Ça peut arriver que vous achetiez une disquette, un jeu, vous le mettez sur votre micro-ordinateur et ça ne se lance pas. Donc, on prend ce mot test
qui est un héritage de la presse tech, en fait, pour dire, bah, tiens, ça marche ou ça marche pas. Ça, c'est le premier degré d'évaluation. Et puis après, il y a, est-ce que le jeu est bien ou pas. Ben, on a gardé ce mot encore aujourd'hui. Hein. Encore aujourd'hui, si vous ouvrez un magazine de jeux vidéo, si vous allez sur un site, certains vont parler de critique, mais ils sont minoritaires. On parle encore de test. On a gardé ce truc technique, comme si le jeu vidéo, c'était que de la technique. Alors que c'est bien sûr de l'art, c'est bien sûr un objet culturel, mais voilà, il y a cet héritage-là qui est très fort. Et puis aussi, le jeu vidéo, à l'époque, c'est un loisir électronique parmi d'autres. Donc Tilt, le nom Tilt du premier magazine de jeux vidéo français, il fait référence au flipper. Peut-être que certains le savent, mais Tilt, je crois, c'est quand la balle est bloquée, on secoue la machine pour la débloquer. Ben voilà, ça montre bien qu'à l'époque, le jeu vidéo, c'était vraiment un loisir électronique, mais parmi d'autres, parmi les jeux d'échecs électroniques ou que sais-je encore, quoi. Alors, l'industrie, bah, elle travaille volontiers avec les journalistes, mais alors on fait une histoire officielle, bien lisse, où il n'y a rien qui dépasse. C'est le constat qu'a fait William Oduro, que vous avez vu sur les slides précédentes. Donc, il avait ce projet de faire des monsieur-madame du jeu vidéo, avec, ça va être le livre sur Mario, ça va être le livre sur Sonic, etc. Et naïvement, il commence à écrire son bouquin, à rassembler ses infos, et puis il se rend compte qu'il y a des éditeurs qui disent « Oui, ok, tu peux utiliser les images de Sonic, tu peux faire des interviews, pas de souci, mais alors, on met notre cachet Sega dessus, et on a un droit de regard sur tout ce que tu mets. » Ou alors, il y a Nintendo qui dit « Non, tu n'utilises pas Mario, hors de question. Allez, à la limite, en couverture, et encore. » Et donc, il se retrouve avec un bouquin avec très peu d'images, comme le mien. Il y a 2 pages couleur, attention. Il se retrouve avec un bouquin très gris, pas du tout ce qu'il avait imaginé de faire un beau livre sur Mario, mais du coup, il a toute la liberté d'écrire sur ce qu'il veut. Enfin, il doit faire avec ce qu'il peut faire, c'est-à-dire que Nintendo, vous n'allez pas rentrer chez Nintendo comme ça, ils ne vont pas vous livrer leur secret de fabrication comme ça, etc. Mais tout ce qu'il peut faire par lui-même, à sa propre initiative, il est libre de le faire au moins, il n'y a pas de droit de regard. Et donc, par exemple, il va bosser sur les niveaux perdus de Super Mario Bros 2. Ça, évidemment, Nintendo n'en a rien à foutre qu'on parle de ça. Mais en tant que journaliste, il trouve ça passionnant parce qu'il travaille sur une matière qui n'a jamais été diffusée, qui n'a pas été montrée au public, et là, il révèle vraiment de l'inédit. Il apprend des choses aux gens. Et donc, lui, ça le passionne déjà en tant que journaliste, et il espère après ensuite pouvoir passionner les lecteurs comme ça. Et sans se pencher sur ce projet-là, sans ce refus de Nintendo, en fait, il ne se serait jamais penché sur ce truc-là. Donc c'est les accidents aussi, c'est la contrainte juridique qui a fait qu'il s'est mis à enquêter. Il a fait aussi un récit de voyage sur Shigeru Miyamoto, donc créateur de très célèbres figures de l'industrie, créateur de Mario, de Zelda, etc. Et là, il l'a vraiment fait sous forme de récit de voyage, c'est-à-dire que impossible d'interviewer Miyamoto sans être dans un truc hyper officiel, hyper cadenassé, donc ça n'intéresse pas trop. À la limite, il va repiocher les éléments qui l'intéressent dans des interviews qui sont déjà publiées. Et lui, ce qu'il fait, c'est que, littéralement, il va sur les traces de Miyamoto. Il retourne là où il a grandi, dans le village où il a grandi. Il retourne dans son école primaire, ce genre de truc. Et par là, il fait un portrait de créateur, d'une part, mais il fait aussi un récit de voyage, un truc très... On est presque dans l'essai, finalement, on est moins dans l'enquête à proprement parler, mais plus voilà, dans le grand reportage, un peu, qui se fait évidemment beaucoup à l'étranger, au Japon, à Kyoto, etc. Et puis, quand il arrive au moment où Miyamoto travaille vraiment pour Nintendo, c'est plus possible d'aller dans les lieux où Miyamoto a évolué, puisque rentrer chez Nintendo, c'est niet, catégorique. Donc, il se retrouve à aller puiser son inspiration ailleurs, dans des films d'époque, etc. On passe à Zelda, donc, qui est aussi une saga de Nintendo très célèbre. Un journaliste qui a beaucoup écrit sur Zelda et puis sur Nintendo de manière générale, qui est Oscar Lemaire. Je vous recommande vraiment son travail. En fait, lui, il est devenu son propre média. Il a fait un blog / média qui s'appelle Ludostri, où il fonctionne par financement participatif. Il a des articles en accès libre, si vous voulez aller avoir un peu un avant-goût de ce qu'il fait. Et puis après, vous pouvez lui donner le montant que vous voulez, je crois minimum 5 €, et vous avez accès illimité à tous ces articles. Et c'est des articles fleuves, c'est des articles qui font
des dizaines et des dizaines de milliers de signes. C'est un gars qui est passionnant et très rigoureux, très minutieux. Il a beaucoup écrit sur Nintendo, notamment sur l'histoire de Zelda. Et il a une métaphore, il voit ça comme un puzzle. Donc là, il ne fait pas beaucoup d'interviews propres parce que c'est très compliqué, mais du coup, il va repêcher. Mais parfois des interviews qui ont 30 ans, des interviews qui sont en anglais, des interviews en japonais, qu'il fait traduire. Et parmi tout ça, il arrive à reconstituer le puzzle qui a nourrit le processus de développement dans Zelda. Ce qui est extrêmement difficile parce qu'il y a très peu de documentation, les développeurs ne parlent pas, c'est full secret. Mais lui, il y parvient et à la fin, quand il lui manque vraiment que des micro-pièces du puzzle, il fait une interview finale quand il arrive à la caser pour vraiment aller chercher les trucs très précis qui lui manquent et là, enfin, la big picture, le tableau complet. Donc c'est très ludique en fait. C'est ça que je veux vous montrer, c'est qu'il y a un truc rigolo quand on enquête sur le jeu vidéo. On est tellement intéressé par ce sur quoi on enquête qu'on est en train de jouer à enquêter quelque part. Pourquoi est-ce que Nintendo et d'autres refusent de parler de leurs vieux jeux? C'est parce que ça va à contre-courant de leur com. Eux, leur but, c'est de vendre des nouveaux jeux. S'ils vendent un vieux Zelda sur Nintendo 64, la console de mon enfance, qui a 25-30 ans, ils vont rien toucher dessus, ça se passe en brocante, ça les intéresse pas. Donc, même s'il faut un peu de la console virtuelle, etc., mais ils veulent qu'il y ait un focus sur la nouveauté. Et si vous obtenez une interview et que vous commencez à poser des questions sur les anciens projets du producteur, par exemple Aonuma, qui a travaillé sur Breath of the Wild, mais qui a avant travaillé sur Majora's Mask, un épisode un peu plus sombre, un peu plus obscur de Zelda, vous avez les relations presse qui font « Non, question suivante, next ». Et donc, voilà, c'est très difficile. Ils disent, c'est pas que je suis sur une liste noire, mais c'est tout comme, quoi, parce qu'ils savent que je vais venir avec des questions sur les vieux jeux et pas nécessairement sur les nouveautés qui les intéressent. Ce qui est intéressant dans le bouquin L'histoire de Zelda, c'est qu'il peut aussi utiliser tout ce que j'appelle le capital ludique, donc toutes les informations qu'il a emmagasinées sur l'industrie du jeu vidéo, sur les jeux vidéo en général, pour faire des analyses. Et donc Zelda 2, qui est un épisode un peu mal aimé, voilà, le deuxième épisode de Zelda où on change la caméra, on est en vue de côté, on se retrouve avec des éléments un peu jeu de rôle, etc. Il peut faire la comparaison avec un autre jeu de rôle japonais qui est sorti 1 an avant, qui s'appelle Dragon Quest. Donc vous voyez la carte de Dragon Quest à gauche et celle de Zelda à droite. C'est vrai qu'on est sur le même type d'expérience et de navigation, ce qui n'allait pas du tout de soi à l'époque. C'est un rapprochement qu'on ne peut faire que a posteriori, avec le poids des années qui nous permet des analyses plus fines. Et puis il explique que si Zelda 2 a un système de montée en niveau, où on doit gagner de l'expérience, on doit parfois taper plein de fois des ennemis pour passer au niveau suivant, pour être assez fort, pour battre le boss, etc. C'est tout simplement pour augmenter la durée de vie. Parce qu'à l'époque, développer un jeu, c'était très compliqué, ça prenait beaucoup de temps, et pour que les jeux soient un peu plus longs, il les faisait très difficiles. Donc ça, pareil, c'est un truc dont on n'est évidemment pas conscient à l'époque. On peut en avoir le pressentiment, mais on ne peut pas en avoir le cœur net. Il faut le poids des années et que les langues se libèrent un peu pour qu'on puisse comprendre tout ça. Et puis, aller voir les inspirations des créateurs. Donc ça, c'est ce que fait William Oduro Sur les traces de Miyamoto. Quand il est allé sur les endroits où a vécu Miyamoto, et donc il peut nous faire un parallèle entre la nostalgie américaine des grands espaces, les champs de maïs, les feux de camp et les grandes plaines d'Hyrule dans Zelda. C'est un truc qui va pas de soi, qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, entre guillemets. Il faut aller sur le terrain pour s'en rendre compte et faut pouvoir construire des parallèles entre son expérience de joueur ou de joueuse et ses découvertes de journalistes en allant sur place. Pokémon. Moi Pokémon ça a bercé mon enfance, surtout cette première génération. Et Pokémon aussi, c'est un sujet très compliqué. On est toujours dans le giron de Nintendo avec une communication très maîtrisée et des enjeux financiers qui sont colossaux. Vous avez probablement vu tout le phénomène autour des cartes Pokémon qui s'arrachent. Voilà, c'est une licence qui est commercialement devenue vraiment très imposante, qui brasse des sommes astronomiques. Et l'apport des journalistes dans ce cas-là,
comme le fait Oscar Lemaire sur Ludostri, dans un dossier qui s'appelle l'affaire Game Freak. Donc Oscar Lemaire, quand il fait un dossier, c'est 15 épisodes répartis sur 1 an et demi, c'est un truc, vous pouvez vous y plonger, et si vous êtes intéressé, forcément ça vous passionne. Et il va revenir aux sources en fait, et il va nous faire un portrait du créateur, un portrait du développeur, Game Freak. Vous expliquer qu'au départ, Game Freak, tout part d'un fanzine, donc d'un petit magazine fait avec les moyens du bord. Il va nous expliquer que le créateur de Pokémon, il a fait ses débuts dans la presse spécialisée, qui commence justement en étant en rivalité avec un autre créateur de jeux de rôle, le créateur de Mother, notre jeu de rôle japonais. Et donc, on va comme ça découvrir les personnalités qui sont extrêmement discrètes derrière ces licences-là. On les oublie complètement quand on a un tel phénomène économique, etc. On n'a plus en tête les visages qui sont derrière, et il faut ce genre d'exercice journalistique pour parvenir à reconstituer leur personnalité. Les enquêtes d'Oscar Lemaire, c'est aussi l'occasion de comprendre les enjeux qui sont derrière tout ça. Donc il nous explique que Game Freak n'est pas aux ordres de la Pokémon Company, qui est l'entité qui chapeaute tous les enjeux commerciaux autour de la licence. Game Freak est le développeur, donc le studio de développement qui fabrique les Pokémon. Et il se trouve que les jeux Pokémon, à chaque fois, ils sont mal finis, ils ont plein de problèmes techniques, c'est des jeux qui ont des qualités, mais qui sont complètement indignes des standards de l'industrie. Et ils se demandent comment c'est possible qu'une licence aussi forte économiquement arrive à des jeux aussi pétés, aussi bâclés. Eh bien, c'est notamment à cause de tous les enjeux financiers qu'il y a autour des produits dérivés, qui sont vraiment les sources premières de recettes de Pokémon. Donc la série animée, bien sûr, les cartes Pokémon, on en a parlé, et tout le reste, les figurines, que sais-je encore. Et donc, forcément que ça crée des périodes complexes dans le planning où on ne peut vraiment pas faire ce qu'on veut, même si on est le seul studio qui est aux commandes et qu'on n'a pas trop d'autres entités à côté. Oscar Lemaire, il utilise aussi beaucoup, par ses explorations dans le passé, la technique d'éthérer, donc qui lui permet vraiment de revenir au tout début de la licence. Et on peut se rendre compte que Pokémon, à l'époque, on a l'impression que c'est un phénomène aujourd'hui, et c'en est un, mais à l'époque, c'était des ventes très décevantes au lancement. Moins de 110 000 ventes en première semaine, et un effondrement à moins de 6 000 ventes en troisième semaine. Donc, on a une licence qui, à l'époque, n'était pas du tout aussi à son zénith qu'aujourd'hui, et c'est assez passionnant de se replonger en 95, en 96, quand la franchise n'était encore qu'à ses balbutiements, pour comprendre tout le processus qui a été nécessaire et se rappeler que c'est pas aussi simple, c'est pas des success stories. Le jeu vidéo, c'est pas aussi simple que ça. Il y a aussi beaucoup d'errance, beaucoup d'errements, y compris quand on a une licence forte comme Pokémon, où d'ailleurs, pour l'anecdote, au début, la presse francophone n'y croyait pas du tout. Elle pensait que ça allait complètement se planter. Et puis, il utilise aussi la technique montrée. Oscar Lemaire, il fait énormément ça. Donc, il collecte énormément de data. Il fait du data journalisme et puis il les met en tableau. Et on peut, en un coup d'œil, voir les bénéfices de la Pokémon Company et voir que c'est sans commune mesure. C'est notamment avec l'arrivée des versions Soleil et Lune sur 3DS en 2016-2017 que ça a commencé à vraiment exploser. Et on peut voir qu'il y a des rapports d'échelle qui sont faramineux en un coup d'œil. Et on le voit beaucoup mieux avec ces chiffres, avec ces tableaux, qu'en essayant de le décrire pendant tout un paragraphe. On part sur Tomb Raider, Lara Croft, et trigger warning, on va un peu parler de violence sexuelle, parce que c'était malheureusement au cœur de toute la promotion, de tous les articles au sujet des versions de démonstration du reboot, donc de la remise à zéro de la licence Tomb Raider en 2012-2013. Donc vous voyez, Tomb Raider, il y a eu les premiers, là, jusqu'au 4. Et puis, à un moment, la licence s'est perdue, et quand il se passe ça dans l'industrie du jeu vidéo et qu'on ne veut pas faire mourir une licence, on fait ce qu'on appelle un reboot. Donc on fait une remise à zéro, on change le gameplay, on rechange un peu l'héroïne, etc. Et là, ils
il y a eu une espèce de traitement assez nauséabond dans le magazine Joystick dont je parlais plus tôt. Le Monde a écrit là-dessus notamment 8 titres. Bon, déjà, il y a la couverture hein, qui est hyper problématique, et puis titre Lara a vu le loup, fini l'innocence. Et puis, voilà, je vous passe les détails, vous avez l'extrait, mais voilà, ils s'émeuvent, ils se réjouissent presque du fait qu'elle va être malmenée, affaiblie, et qu'il y aurait presque une tentative de viol par ses assaillants. Et donc, bah, évidemment, des personnalités féministes sont montées au créneau pour dénoncer ça et pour voilà, bah, critiquer cet immonde euphémisme pour occulter la réalité du viol et d'en parler en termes de fantasme. C'était extrêmement maladroit. Alors, on peut se dire, ok, c'est la presse qui a merdé, qui a mal interprété. Alors, ils ont le bon goût de nous faire un historique du tour de poitrine de Lara Croft, hein, donc en termes d'objectification de la femme, ça se pose là. Et puis on pourrait se dire, bon bah en fait, voilà, c'est les journalistes, c'est des gros beaufs, ils ont rien compris. Et puis en fait, quand on lit un article de Jason Schreier, encore lui, qui interviewe les développeurs sur leurs intentions, bah on se rend compte que c'était complètement aussi dans les intentions des développeurs, qui nous disent, bah voilà, oui, on s'est dit, tiens, ça serait cool que voilà, Lara Croft, elle soit affaiblie, qu'on en fasse un personnage moins badass qui va monter en puissance au fur et à mesure de l'aventure, mais du coup au début elle est frêle et ses assaillants vont essayer de la violer. Elle est littéralement transformée en un animal acculé, apeuré. Ok, donc ça c'était la stratégie des développeurs et ils se sont dit ça va être cool. Voilà, on a une héroïne qui est l'une des femmes les plus iconiques qui représente les personnages de jeux vidéo, on va en faire ça. Donc les journalistes peuvent dénoncer ça aussi, directement ou indirectement. Parenthèse nécessaire, le milieu du journalisme est un milieu sexiste, le milieu du jeu vidéo est un milieu sexiste, donc si vous combinez les deux, voilà, ça fait des étincelles de très mauvais goût. Donc il y a quelques témoignages, j'en relais un petit peu dans le livre, de femmes qui ont travaillé dans le journalisme de jeux vidéo, qu'on prenait constamment par défaut pour des attachés de presse, voilà, qu'on prenait évidemment pas au sérieux. Il y a évidemment des phénomènes de harcèlement pour peu qu'une femme mette une mauvaise note à un jeu qui soit attendu. Et puis, comble de l'horreur, encore en 2010, on avait sur le site Gameblog, mais ce n'est pas le seul à le faire, un top des babes au salon de l'E3, donc le salon de jeux vidéo dont je parle plus tôt. Donc encore en 2010, d'accord, on avait un classement des stands des éditeurs de jeux vidéo en fonction de à quel point les hôtesses étaient jolies ou non, au goût des journalistes. Voilà. Et en 88, une journaliste qui s'appelle Nathalie Mestreman enquêtait déjà, c'était une vraie enquête pour le coup, je vous invite à la lire puisque c'est encore accessible sur Abandonner Magazine, un papier qui s'appelle Moi Jen, toi micro dans Tilt, qui dénonce déjà le sexisme de l'industrie du jeu vidéo, où la femme est évidemment objectifiée, transformée en power-up, etc. Ça n'a pas énormément changé, même s'il y a un peu plus d'héroïne, mais ça reste marginal. Et puis, elle se plaignait aussi de tous ses confrères masculins qui voilà, faisaient des titres graveleux, etc. Enfin, voilà. C'est douloureux à lire, mais nécessaire. Toujours sur Tomb Raider et Lara Croft, mais totalement autre chose. Un des moyens de décaler le regard de cette communication un peu crasse de l'industrie qui veut en faire plus un objet qu'une héroïne, c'est aussi d'aller voir du côté des réinterprétations des amateurs. Donc un développeur bénévole, amateur, qui s'appelle Nico Bass, qui fait son propre remake de Tomb Raider 2, qui le fait sur son temps libre. Donc on a
un confrère au Liège Game Lab qui s'appelle Pierre Ivurel, qui a fait sa thèse sur le jeu vidéo créé en amateur. C'est quelque chose de passionnant. Donc, c'est les gens qui font comme vous feriez de la guitare votre dimanche après-midi pour vous occuper, mais sans rêver d'être Jimi Hendrix et de faire Werther. Bah, vous avez des gens qui font du jeu vidéo tranquille, comme ça, à la cool, chez eux, sans chercher à travailler dans le jeu vidéo après. Et donc ça, c'est très rafraîchissant parce qu'on voit des gens qui ne sont pas des wannabes, qui ne rêvent pas d'entrer dans l'industrie, et on les voit se connecter avec vraiment leur passion de création, sans enjeux financiers, etc. Et voir du coup leur amour pour, non pas Lara Croft et l'icône, mais pour Tomb Raider 2 en l'occurrence en tant que jeu vidéo. Comment il revisite ce jeu, comment il a envie de le faire pour qu'il s'y émeut à son propre goût, etc. Comment il va changer les niveaux pour que l'expérience de jeu lui corresponde plus, etc. Donc ça, c'est très intéressant et c'est une manière de décaler le regard de l'industrie. Et ça, les journalistes peuvent le faire aussi. The Last of Us. Voilà, on est sur une licence plus moderne, que vous connaissez peut-être aussi par l'intermédiaire de la série, qui a été faite récemment par HBO. Last of Us du studio Naughty Dog. Naughty Dog, c'était un studio qui faisait les Crash Bandicoot au départ, à l'ère de la PlayStation. Donc un petit marsupial orange qui mangeait des pommes, qui faisait la tornade, qui sautait. Et puis aujourd'hui, ils font un des jeux vidéo les plus adultes, les plus matures, les plus ouverts aussi, hein, puisque c'est un jeu qui est ouvertement LGBT. Une des œuvres les plus progressistes de l'industrie, osons le dire. Mais ils le font en crunchant. Voilà, donc là je vais beaucoup citer Jason Schreier, une enquête qu'il a faite entre la fin du développement d'Uncharted 4, Uncharted, autre série à succès de Naughty Dog qui a été adaptée au cinéma avec Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Donc entre la fin du développement d'Uncharted 4 et le développement de The Last of Us 2. Ça commence par une anecdote. Il y avait des travaux dans l'immeuble de Naughty Dog et puis il y a un gros tuyau métallique qui tombe, accident de travail. Mais les gens qui font les travaux s'en émeuvent pas trop parce qu'ils disent on est un vendredi soir, il est 21h, c'est pas grave, il n'y a plus personne au bureau. Sauf que si, il y avait encore du monde au bureau. Et ça a frappé les employés de Naughty Dog et ils en ont fait un symbole de cette culture malsaine où certes, ils remontent les standards, ils en font un jeu vidéo incroyable, un jeu vidéo dans des États-Unis post-apocalyptiques où il y a, alors c'est pas vraiment des zombies, c'est des infectés, des sortes de créatures qui ont muté suite à l'inhalation de spores, qui sont un peu transformés en champignons zombies, quoi. Donc c'est un jeu qui est incroyable, mais les employés se demandent est-ce que ça vaut la peine qu'on bosse autant ? Et à Naughty Dog, il y a un grand souci du détail. Hein. C'est comme ça qu'ils cherchent à faire des jeux de qualité. Donc, par exemple, diriger une lampe de poche sur le visage d'Ellie, l'héroïne, ça fait qu'elle cligne des yeux, elle se détourne. Ça, c'est beaucoup de travail pour un développeur. Ça veut dire qu'il faut arriver à coder que quand le joueur pointe la lampe de poche, le personnage déclenche une animation. Il faut que ça se fasse toujours bien dans tous les contextes. Il faut que s'il y a un mur à côté, son bras ne passe pas à travers le mur, etc. C'est beaucoup de boulot. C'est ce genre de souci du détail qui montre une culture du perfectionnisme. Et peu importe le coût humain pour ça. Donc on parle de journées de travail de 12 heures. On parle y compris les week-ends. Où on a cette espèce d'entre-deux on vous donne de la bouffe en plus, on vous encourage à prendre des pauses, mais quand même, le but c'est de faire le boulot coûte que coûte. Ça fait un gros turnover, c'est-à-dire que les personnes expérimentées, elles restent pas parce qu'elles en peuvent plus, elles ont acquis un certain savoir-faire, mais maintenant il faut... Et elles n'en peuvent plus, il faut qu'elles aillent voir ailleurs, quoi. Donc on se retrouve à avoir pas mal de nouveaux venus qui se mettent à bosser sur le deuxième épisode de Last of Us, et du coup ils doivent réapprendre plein de choses, et ça met en péril le développement. Et puis il y a des employés qui, vous l'avez vu, qui dorment au bureau, qui viennent bosser avec un masque, parce qu'ils sont peut-être malades, mais il faut quand même que ça avance.
Il y a ce truc de, c'est pas tout à fait dans le contrat qu'il faut rester au bureau, mais on se sent un peu obligé. Parce que si tu rentres chez toi et que l'animateur, en fait, il a besoin de toi à 23h, putain, t'étais pas là, demain, il va te lancer un peu un regard, genre, voilà, j'avais besoin de toi, t'étais pas là. Ce qui est compliqué, c'est quand il y a des reports aussi. On pense que quand il y a des reports dans l'industrie, c'est une bonne chose. Ok, cool, ils vont avoir plus de temps pour travailler. Non, ça fait que prolonger le crunch. Donc le report, il est là, peut-être parce que on a vu que telle fonctionnalité, comme on a vu au début, finalement elle ne marche pas si bien que ça, et on veut que le jeu soit vraiment parfait, donc on va couper ce truc-là, on va couper ce truc sur lequel vous avez travaillé pendant 3 semaines, et vous n'allez pas vous en rendre compte tout de suite, et c'est beaucoup de travail dans le vent. Pas autant que pour les jeux qui ont été annulés, dont on parlait avant, mais c'est douloureux quand même. Et en même temps, y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Il y a plein de gens qui sont contents de faire les meilleurs jeux vidéo du monde en se donnant à fond. On ne paye pas les heures supplémentaires chez Naughty Dog, mais on peut avoir des belles primes quand le jeu est publié, quand on est salarié. Et puis pour ceux qui sont en freelance, ils vont avoir des heures supplémentaires doublées, mais voilà, ça dépend du contrat. Et en fait, la direction de Naughty Dog l'explique bien. Eux, dans le contrat, ils disent nous, c'est des horaires 10h30, 18h30, 40h, il n'y a pas d'obligation, mais les gens, et en même temps, ils vont chercher des profils qui sont prêts à investir, à engloutir toutes ces heures dans le projet. Et ils le font un peu naturellement, parce qu'ils vont chercher des passionnés qui sont prêts à se défoncer, et ils voient que des gens qui se défoncent autour d'eux, et donc ils sont dans ce cycle sans fin de crunch. Mais il y a quand même des personnes qui souffrent au sein de l'entreprise, et quand The Last of Us 2, et je suis en train de le refaire, et c'est un jeu incroyable, mais quand il est sorti, il y avait plusieurs personnes au sein du studio qui étaient là, faites que le jeu se plante, faites que ce soit un échec, parce que ça enverrait un message fort à Naughty Dog qui leur dirait que tous ces efforts, tout ce sacrifice humain, ça vaut pas le coup, tout simplement. L'heure tourne, je vais aller vite sur les derniers exemples. Rapidement, Rockstar, ceux qui font Red Dead Redemption, que vous connaissez peut-être, ceux qui font GTA aussi, Grand Theft Auto, cette simulation de gangster en quelque sorte. Évidemment, c'est quasiment les pires. Ils font les jeux les plus au top, ça veut dire que c'est ceux qui ont le crunch le plus au top. La logique est exponentielle. Dans Red Dead Redemption 2, je vous parlais de soucis du détail pour Naughty Dog. C'est un jeu de western. Il y a des chevaux. Quand il fait froid, les testicules des chevaux rétrécissent. Ça sert à quoi? À être réaliste. C'est ce fameux souci du détail. Voilà. Ça, ils en font peut-être pas une priorité, mais ils en font c'est important pour eux, quoi. C'est un détail qui compte. Et ils en font aussi un élément de com', quoi. Et ils font aussi un élément de com' du fait que nous on a bossé 100 heures par semaine. Et c'est Dan Houser, qui était à l'époque boss du studio, qui dit c'est trop cool, on a bossé 100 heures par semaine. Non, c'est pas cool, gars. C'est pas cool. Et donc il y a ce truc de, évidemment, grosse culture du secret, interdiction de parler. Donc les développeurs signent des NDA, des Non-Disclosure Agreement, où on leur dit tu fermes ta gueule, tu peux pas révéler ce qui se passe entre les murs. Et puis il y a toujours des personnes qui disent oui, on crunch, mais on n'a pas le choix. Il y a un développeur qui dit ouais, on peut faire des jeux sans cruncher, mais pas le type de jeu vidéo que j'aime faire. Donc moi j'aime autant cruncher et avoir des jeux qui sont exceptionnels. Et donc voilà, on a eu beaucoup aussi d'articles là-dessus, hein. Des jeux qui sont gargantuesques avec 300 000 animations, 500 000 lignes de dialogue, 500 acteurs différents. Ça se fait au prix d'heures supplémentaires de malade, de semaines de 80 heures, et aussi de testing très éprouvant, qui est délocalisé en Inde et qui est rémunéré $43 par mois. C'est les salaires indiens, mais quand même. Et on pourrait penser que du côté des Indés, ça va bien. Non. Voilà, ça c'est Stardew Valley,
probablement que certains connaissent, c'est un jeu de simulation de ferme. On fait sa petite ferme, on cultive ses légumes et tout ça. Ça a été développé par un gars tout seul, ce mec, Eric Baron, qui a fait tout de A à Z, même la musique, voilà, les graphismes, le gameplay. Ça lui a pris 4 ans pour le jeu de base, et c'est 4 ans pendant lesquels il a pris quasiment aucun week-end, il a crunché quasiment tout le temps. Et puis quand enfin, donc il se sentait très seul, etc., il a fini par prendre un job d'ouvreur dans un cinéma parce que il faisait des angoisses, quoi. Évidemment, il avait aussi des journées très improductives, c'est beaucoup de pression d'être tout seul à faire son propre jeu, surtout à partir du moment où il a signé chez un éditeur, etc. Puis quand son jeu sort enfin, et que c'est un succès de malade, qu'il a 12 millions sur son compte en banque, bah voilà, il a ce truc qu'on a déjà vu chez certaines personnes qui gagnent au loto ou quoi, il n'arrive pas à changer de mindset. Donc il continue à rouler dans sa bagnole toute cassée, il n'arrive pas à réaliser que c'est bon, et il continue à cruncher. À cruncher pourquoi? Pour faire tous les patchs, donc les correctifs du jeu, pour que voilà, les gens soient toujours contents avec le résultat. Crunch Investigation, l'affaire qui a tout fait démarrer. Voilà, ça a été traité par Mediapart, par Le Monde et par Canard PC. Dans le livre et dans la thèse, je fais une analyse comparative de ces 3 affaires. C'est très intéressant parce que les journalistes ont dévoilé des éléments très différents. Certains insistent sur le côté harcèlement moral, d'autres sur les propos sexistes, le harcèlement sexuel, la culture vraiment bas du front, on se fout de la gueule des employés, etc. Donc Quantic Dream, c'est un studio français qui est présenté un peu comme le Godard du pixel, ça peut une fierté française, le studio français, oui, mais qui fait du jeu vidéo, qui soit vraiment de l'art, etc. Un peu le côté art et essai. Et donc évidemment, ça la fout mal quand on voit que dans leur open space, il y a des photomontages, et je vous ai pas mis les pires, voilà, avec des personnes déguisées en Asie, des insultes, des collègues qui sont mis de façon dégradante, etc. Ça, c'est Canard PC qui a beaucoup révélé ces photomontages-là qui ont fait l'objet de plusieurs procès au Prod'Homme. Et donc, bah voilà, l'industrie du jeu vidéo, malheureusement, c'est aussi ça. C'est des trucs qui font rêver, mais c'est aussi ça. Et ça touche des très très grands noms, comme le studio français Ubisoft, qui font les Assassin's Creed. Gros problème de harcèlement sexuel chez Ubisoft, qui a beaucoup été dénoncé par Libération. Et c'est pas des personnes qui sont dans l'ombre, hein, on parle du numéro 2, Serge Ascoët, qui a été beaucoup ciblé par ces enquêtes, avec, vous le voyez, quand même des débouchés judiciaires, des gardes à vue, etc. Et puis il va falloir du temps pour que les faits se fassent. Mais en interne aussi, une culture assez toxique, anti-femmes, donc en disant oui, mais les personnages féminins dans les Assassin's Creed, c'est pas une bonne idée parce que les jeux vidéo avec des femmes, ça se vend pas, etc. Et donc un climat qui est extrêmement douloureux pour les femmes qui cherchent à évoluer dans cette industrie. Les journalistes peuvent aussi parler des vaporware, ces jeux vidéo qui sont des arlésiennes, qui sont censés se repousser. Un jeu comme Star Citizen, qui a levé des millions et des millions d'euros. Il en est à 644 millions de dollars pour un financement participatif qui a commencé en 2012. Et le jeu n'est toujours pas sorti. Voilà, le jeu n'existe pas, vous ne pouvez pas l'acheter en version finale, on peut quand même y jouer dans des pré-versions. Il continue de lever des fonds en vendant du contenu. C'est un jeu dans lequel on peut se balader dans l'espace, on peut faire son propre vaisseau, etc. Mais le jeu n'existe pas. Donc le rôle du journalisme de jeux vidéo, c'est aussi de parvenir à déconstruire l'espèce de hype qu'il peut y avoir, donc les attentes inconsidérées par rapport à un projet. Le jeu vidéo, c'est l'industrie du rêve, et parfois on se met à tellement rêver qu'on perd tout contact rationnel avec la réalité, et le journalisme d'enquête peut remettre des faits là-dessus et dire bah, ok, il y a ça qui a merdé dans le développement, le jeu vidéo il est là, voilà pourquoi il n'est toujours pas sorti, voilà ce qui est fait avec l'argent, etc. Mais au final, peut-être le meilleur moyen de raconter des histoires qui prennent du recul et qui développent l'humain, c'est de parler de jeux vidéo dont personne n'a rien à faire. Alors, évidemment, l'affiche d'Alexis Messina aurait été beaucoup moins vendeuse si on avait mis en avant ces jeux vidéo-là.
Mais ce que nous dit le journaliste Corentin Lamy, qui est à la chefferie du Monde, c'est que en fait, le plus intéressant dans les articles, c'est quand le jeu vidéo n'est qu'un prétexte finalement pour raconter une bonne histoire. Et parfois, les jeux vidéo qui intéressent les gens parce que les gens y ont joué, l'histoire n'a aucun intérêt. Soit parce que voilà, c'est un développement qui s'est passé sans accroc, soit parce que c'est beaucoup trop compliqué d'avoir des infos. Et par contre, on peut raconter l'histoire de jeux vidéo oubliés qui deviennent passionnants. Et voir de jeux vidéo qui sont jamais sortis. C'est ce qu'a fait Pierre-Alexandre Rouillon avec Borderlands, un jeu de combat où on peut incarner une poubelle qui a été développée en banlieue parisienne, qui a été vaguement développée il y a 20 ans, qui n'est jamais sorti. Et il dit, voilà, être journaliste, c'est aussi pouvoir activer son réseau et aller rechercher des gens dont personne ne s'est jamais intéressé à ces gens-là, à leur projet. Et pourtant, il y a une histoire humaine derrière, de motivation, d'envie, etc. L'enquête, elle sert à plein de choses. Je vous le résume dans le livre par ce tableau. Ça, c'est toute la valeur ajoutée stratégique, donc les informations, les types d'informations inédites qu'on peut aller chercher. On peut raconter des histoires, on peut dénoncer des abus, on peut clarifier, analyser, contextualiser, décortiquer, synthétiser, quantifier. Mais l'enquête, elle est importante aussi pour les journalistes. Donc la valeur ajoutée stratégique, elle fait du bien aux lecteurs, elle leur donne des infos inédites, mais elle peut aussi faire de la valeur ajoutée aux journalistes eux-mêmes. J'appelle ça la valeur ajoutée tactique. Voilà, ce schéma, il fait peur. Rassurez-vous, il n'y a pas de schéma dans le bouquin. Elle peut leur permettre de se renouveler, de s'intéresser à d'autres domaines, de sortir de leur case, de faire connaître une expertise qui est propre, etc. L'enquête, elle permet tout ça. Donc des fois, les journalistes vont pratiquer l'enquête non pas pour amener de l'inédit aux lecteurs et lectrices, mais simplement pour penser à eux d'abord. Ce sera la dernière slide, c'est le mot de la fin, je le laisse encore une fois à William Oduro. Voilà. Créer de l'investigation dans la presse de jeux vidéo, ça demande en fait une prise de conscience. Parce que on peut faire tout type de journalisme avec le jeu vidéo. Parce que c'est un domaine qui touche à l'animation, aux technologies, à l'informatique, à l'économie, l'innovation, au droit du travail, on l'a vu, aux questions de mixité, bien sûr. Voilà, si on considère que le jeu vidéo peut être un miroir de la société, ce que je postule parce que c'est une pratique culturelle, un objet culturel extrêmement important aujourd'hui, alors bien sûr qu'il est éligible à l'investigation. Mais pour savoir si il peut y avoir de l'investigation au sujet du jeu vidéo, il faut d'abord avoir la prise de conscience qu'on peut parler du jeu vidéo autrement qu'en tant que produit. Et voilà, j'espère que cette phrase-là, elle résonnera et que maintenant, quand vous jouerez à un jeu vidéo, que vous en voyez un, vous le verrez avant tout comme un objet culturel avec des femmes et des hommes qui ont travaillé derrière, plus que comme un simple objet de divertissement. Merci pour votre attention. Est-ce que finalement ça a eu un impact, il y a eu une prise de conscience et ça a impacté, à mon avis, le chiffre d'affaires, je pense pas, mais... C'est la même chose que pour le journalisme d'investigation au sens large, c'est qu'il y a toujours des personnes qui voient les journalistes d'investigation comme des fouilles-merdes ou des rabat-joie. Et a fortiori, quand là on touche à un objet, je l'ai dit, qui produit du rêve, qui est là, pour plein de gens c'est du divertissement, c'est de la détente. Et ça fait mal en fait, peut-être que là il y a des gens dans la salle qui sont fans de Last of Us ou de Red Dead Redemption et ça leur fait mal de savoir tout ça et peut-être ça va leur gâcher un peu le plaisir, etc. Donc il y a plein de personnes qui réagissent de façon épidermique à ces révélations-là et qui n'ont pas envie de les entendre. Et puis évidemment aussi, il y a des lecteurs et lectrices qui sont contents de savoir ça, qui disent « Ok, ça ne va pas m'empêcher de jouer à ces jeux, j'ai quand même envie de continuer à jouer, mais au moins je sais et au moins je vais être un peu moins exigeant avec les développeurs et développeuses et ça on le voit quand il y a des retards qui sont annoncés dans l'industrie, on voit des commentaires sous les vidéos, sous les articles, etc. qui disent « J'espère qu'ils ne vont pas recruncher 6 mois ». Le crunch, en fait, pour les personnes qui s'intéressent aux jeux vidéo, est entré dans le langage commun. Donc c'est ce que je disais, c'est entrer aussi dans la communication. Des studios qui vont dire « Oui, nous on crunch, mais voilà, on n'a pas le choix ».
ou ah, nous, on crunche pas. Et au moins, il y a eu cette prise de conscience-là. Les gens savent que ça existe. Et voilà, est-ce qu'ils vont être plus exigeants, est-ce qu'ils vont être demandeurs de ce journalisme-là, etc. Pas toujours, mais au moins, voilà, on a pris ce recul-là. Sur l'industrie, ben, on l'a vu, ça dépend. On a des endroits où ça bouge, mais ça reste très marginal et ça va prendre du temps, je pense, Flex. Une petite question pour prolonger ça, il n'y a pas de syndicat Il y a depuis 2018 un syndicat des travailleurs du jeu vidéo en France qui s'est monté. Et donc voilà, c'est hyper récent. Et sinon, il y avait le syndicat national du jeu vidéo, SNJV, mais qui là est pour défendre l'industrie en fait, et pas du tout les intérêts des travailleurs. Donc c'est dire à quel point le milieu n'est pas du tout éduqué à ça. Et donc c'était les journalistes qui ont travaillé sur Crunch Investigation, je vous disais, étaient un peu dégoûtés, mais ont aussi passé, ils ont fait des talks, etc., à des assemblées de développeurs et développeuses pour dire, mais syndiquez-vous, bordel, quoi. Syndiquez-vous, vous laissez pas faire, et c'est aussi comme ça qu'on va pouvoir avancer, quoi. Et voilà, ça reste encore timide, mais ça fait du chemin aussi, ce truc-là. Le syndicat des travailleurs du jeu vidéo, maintenant, il est présent sur les événements, ça devient un acteur, etc., puis il va peut-être y avoir des syndicats internes aussi, ou de plus en plus de délégués du personnel qui vraiment osent se mouiller, etc., qui se mettent en place. Donc, pareil, ça fait du chemin, lentement, mais ça fait du chemin. Mais quand on se rend compte que le syndicat, un vrai syndicat indépendant a été créé en 2018, on voit que voilà, il y a du retard à combler. Est-ce que du coup, les grandes firmes essayent un peu d'invisibiliser les investigations de ces journalistes? Bah, elles ne les aident pas, en tout cas. Il y a évidemment ce qu'on appelle le principe du droit de réplique qui est appliqué. Donc en journalisme d'investigation, quand vous avez collecté vos faits à charge, quand vous voulez dénoncer des choses, bah, vous donnez la chance à l'institution incriminée de répliquer. Vous lui dites, bah voilà, je vous reproche ça, j'ai ces faits-là contre vous, qu'est-ce que vous avez à dire, quelle est votre réaction? Et ben voilà, c'est pareil que partout, hein. David connaît bien ça, c'est souvent pas de commentaires ou voilà, ou nous ne comprenons pas d'où viennent ces allégations. Et puis, bah, ce qui est particulier dans le milieu du jeu vidéo, c'est vraiment ces documents, les NDA, Non-Disclosure Agreement, que signent les employés et qui les empêchent de parler, quoi. Ils ont vraiment des grandes menaces de procès. Donc, quand un jeu est annulé, par exemple, on ne peut pas dire « hey, moi j'ai travaillé sur ça ». Mais on ne peut même pas le faire valoir sur son CV. Donc, les gens là qui ont bossé pendant 25 ans, on le voyait, il y a eu 7 jeux qui sont annulés, il y a 7 trous sur son CV, et il ne peut pas en parler parce qu'il a signé un NDA. Et donc, les journalistes ne peuvent pas traiter ces sujets-là non plus, qui seraient pourtant intéressants, à savoir pourquoi est-ce qu'on a annulé ce jeu-là, qu'est-ce qui s'est passé, quels étaient les enjeux en interne, etc. Alors, il y a quand même des gens qui parlent. Mais voilà, protection de l'anonymat, etc. Et les gens flippent parce que les enjeux sont colossaux et la culture du secret est encore plus intégrée que dans d'autres milieux où le off est un peu plus admis. La politique notamment, on va peut-être un peu plus vite parler en off aux journalistes que dans le jeu vidéo, ça c'est sûr. Donc voilà, non, les entreprises n'aident pas, elles invisibilisent, elles font des tentatives d'intimidation, quoi. Il y a des procès, etc. Ça c'est classique dans le journalisme d'investigation, quoi. Donc ça c'est les mêmes logiques qu'ailleurs. Les journalistes sont armés par rapport à ce milieu transnational et... Le côté international du jeu vidéo, avec un développeur comme Rockstar, il a plein de divisions dans plein de... même étalé sur des continents différents, bah évidemment pour les journalistes d'investigation c'est compliqué. C'est pour ça qu'ils sortent avant tout des affaires sur les studios français comme Ubisoft, comme Quantic Dream, parce que là ils ont accès aux gens, ils peuvent aller rencontrer les gens sur place, etc. Et c'est beaucoup plus compliqué d'avoir les budgets pour aller faire des investigations sur comment se passe le QA, donc les tests, quoi, le repérage des bugs dans Red Dead Redemption en Inde, quoi. Donc oui, ça aussi ça impacte le travail des journalistes, le fait que tout soit subdivisé, ça rend l'accès aux sources humaines comme matériel encore plus complexe. Vous avez investigué, a rendu l'accès aux sources plus facile, vu qu'ils ont l'habitude de chercher eux-mêmes des sources et donc de parler plus facilement aux personnes qui s'investissent. Ils disaient beaucoup, les journalistes, qu'ils avaient l'impression d'être chez le psy. Et c'est particulier, d'autant que moi-même, je suis journaliste et diplômé en plus en journalisme d'investigation, etc. Donc je comprends leur logique.
En même temps, j'essaie vraiment de leur faire parler de leurs ressentis, etc. et de ne pas orienter leur truc. Donc, ouais, c'est particulier pour eux, en fait, de parler de leur métier. D'habitude, c'est eux qui font parler les gens. Donc, voilà, ça n'a pas été spécialement difficile, mais pas facile non plus. Ils étaient parfois un peu réticents à se livrer, etc. C'est pour ça que les entretiens sont longs. Vous n'allez pas vous faire livrer quelqu'un sur son expérience en un quart d'heure. Il faut prendre 1 heure, 1 heure et demie. Il faut continuer à tisser la relation comme je l'ai fait pendant des années. Et c'est pour ça que voilà, quand je constate qu'ils quittent le milieu, je continue à leur parler pour autant parce que c'est aussi un réseau de sources que je me suis construit moi. Sur grande thématique, on a vu le harcèlement moral, sexuel. En fait, ouais, on veut parler des trucs les plus problématiques pour prouver aussi en tant que chercheur derrière. Regardez, il y a vraiment de l'investigation à faire. Mais évidemment, on peut faire des trucs beaucoup plus positifs. On peut faire des portraits de joueurs et de joueuses, voir pourquoi le jeu vidéo est important pour ces personnes-là. On peut faire des récits de création, revoir comment ça se passait il y a 30 ans, voir les inspirations, etc. Donc il y a un panel qui est vraiment très riche et on est passé très vite sur cette slide, mais il y avait 22 valeurs ajoutées différentes et donc 22 choses, entre guillemets, que peut faire l'enquête et dénoncer les pratiques problématiques n'en est qu'une parmi les 22. Donc voilà, on peut analyser les techniques de jeu comme on analyserait un film en fait. On analyse la mise en scène d'un film, on peut analyser l'expérience de jeu, comment elle est construite, comment le fait qu'il y ait une musique à cet endroit-là quand on s'approche de ce personnage, etc. Il y a plein de journalistes qui viennent de la critique cinéma et qui reproduisent leurs outils d'analyse de films dans le jeu vidéo, qui est un art encore plus riche que le cinéma puisqu'il ajoute l'interactivité. Donc voilà, c'est pas pour faire une échelle de hiérarchie, mais il y a encore une dimension en plus à analyser. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, un exemple parmi tant d'autres. C'est la conclusion de William Oduro qui dit on peut faire tout type de journalisme sur le jeu vidéo, quoi. Donc oui, on a passé rapidement tantôt une enquête en 5 volets sur le jeu vidéo et écologie, l'impact carbone du jeu vidéo. Et évidemment qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, sur le streaming, le dématérialisé qui revient en force, etc. Les consoles, ça demande des matériaux assez rares, etc. Donc ça, c'est important. L'investigation financière, énormément. Ce qu'on a vu avec Microsoft qui ferme 3 studios, qui en absorbe un 4e, c'est de l'optimisation fiscale. C'est le faire au bon moment pour éviter de payer trop d'impôts, etc., satisfaire les actionnaires avec les bons dividendes et tout. On a encore très peu de recul là-dessus. Et pour l'instant, on ne peut que essayer d'analyser les raisons, de poser des hypothèses. Mais sur le long terme, et quand ces fermetures seront actées et qu'on parviendra à faire parler ces personnes-là, si on y arrive, on aura des éléments en plus, on va apprendre des choses sur les causes, etc. Et donc voilà, ouais. Il y a tout ça. Vous avez vu un développement parallèle avec la presse indé qui parle de jeux vidéo? Ou ça s'est passé comment, la relation entre les studios indé et en fait, la presse jeux vidéo, elle est par définition indé presque maintenant. À part jeuxvideo.com dont j'ai parlé, mais qui vivote de plus en plus. Mais oui, il y a eu une synergie en fait, et on voit que cette presse de jeux vidéo qui a moins de moyens, donc les magazines comme Canard PC, comme JV Le Mag, c'est 5-6 personnes salariés, pas plus, quelques pigistes sur le côté. Donc forcément, en fait, c'est des rapports d'échelle qui sont similaires. Donc ces gens-là se comprennent. Quand un journaliste qui est dans une toute petite équipe va dans un salon parler à un gars ou à 2 gars ou 2 filles qui font leurs jeux vidéo dans leur coin en indé, là ils peuvent se parler et forcément on a un accès aux sources qui est plus facile, etc. Donc c'est plus facile d'accéder aux indés, c'est souvent plus intéressant parce qu'ils ont plus de choses à dire, ils ont moins de verrous communicationnels, ils sont un peu plus passionnés, ils sont moins broyés par la machine. On n'a pas une personne qui fait des modélisations de plantes toute la journée comme on a vu, mais on a une personne qui fait de la musique, du game design, du scénario, etc. Et donc voilà, évidemment, il y a un rapprochement entre les deux qui est plus naturel et qui produit des articles de la matière première journalistique plus riche. Donc ouais, forcément, les deux se complètent bien. Merci beaucoup Boris, et on se retrouvera pour le 3e rendez-vous d'impact, la rentrée académique début octobre. Au revoir.